Le profit implique une responsabilité. Logique, non ? Pourtant, dans la réalité, c'est loin d'être aussi simple. Les multinationales engrangent des milliards de bénéfices et pèsent plus lourd que certains États, mais ce pouvoir, elles l'utilisent souvent au détriment des êtres humains et de la planète. Aux quatre coins du globe, des travailleurs et travailleuses sont exploités, des écosystèmes sont détruits, des droits fondamentaux sont piétinés. Alors, je me demande quand même, jusqu'où peut-on aller au nom du profit ? La première initiative pour des multinationales responsables voulait lutter contre ces dérives. Elle a échoué de justesse en 2020, mais le combat continue. Depuis, une nouvelle initiative a été lancée. Pourquoi cette deuxième tentative est-elle nécessaire ? Et qu'est-ce qu'elle propose concrètement ? Je m'appelle Damian Vega et je vais essayer de répondre à ces questions avec Géraldine Viret de l'ONG Public Eye. Vous écoutez le podcast sur l'initiative pour des multinationales responsables, une série spéciale en 3 épisodes réalisés par Public Eye en collaboration avec Howden Productions. Je n'ai marre d'être dans un pays voyou qui permet n'importe quoi à l'étranger. Bien sûr, ça rapporte du fric, mais ça me dégoûte. Quand on voit les inégalités qu'il y a, surtout quand on a la chance d'habiter dans un pays comme la Suisse, c'est révoltant. Parce que les doubles standards, c'est l'hypocrisie à l'état pur. Ici, il y a des règles qui sont valables. Ailleurs, on s'en fiche, on ferme les yeux parce qu'il s'agit du profit. C'est inacceptable et je crois que ça mobilise la population. Le potentiel est là, ça c'est clair. En tant qu'entrepreneur, je crois que c'est très important de s'engager pour ce type d'initiative. Ça nous permet vraiment de montrer qu'on est autre chose en fait que des gens qui ont le souci d'un business. Bien sûr que cette responsabilité est assumée. Une entreprise comme Glencore ne peut pas se permettre de commettre des violations de droits humains à gogo. Hypocrisie, responsabilité, profit, engagement. Les mots sont forts et les positions parfois très contrastées. Je repense à mon entretien avec Lisa Mazzone, la présidente des Verts et des Vertes, et à tout le travail qui a été fait ces dernières années pour revenir avec une nouvelle initiative. Entre la première et la deuxième, il y a d'abord des améliorations. Les améliorations, c'est l'introduction des objectifs climatiques qui ont aussi un impact pour nous toutes et tous en termes de responsabilité. Et la deuxième amélioration, c'est qu'on a créé cette instance de contrôle qui pourrait aussi donner des sanctions. On a par contre adapté certains éléments suite à la campagne de votation, notamment le fardeau de la preuve. C'était une des grandes critiques des opposantes et des opposants de dire que ça allait être totalement injuste. Pas du tout vrai, mais on a laissé plus de souplesse pour le Parlement dans l'établissement des preuves, mais quand même mentionner que ça doit être réaliste parce qu'on peut pas non plus demander, par exemple, à des paysannes et des paysans en Amérique latine de fournir des preuves détaillées sur le commerce d'une entreprise. Et puis, la seconde différence, c'est que les PME, donc les petites et moyennes entreprises, sont exclues du champ d'application. Et ça, je pense que c'était important pour rassurer la population sur les conséquences, et notamment sur les conséquences en termes de bureaucratie. Une grande entreprise a tout à fait les moyens et devrait de toute façon mener un devoir de diligence. Et c'est ce qu'on attend avec cette initiative. Certains arguments du camp opposé ont donc été pris en compte, mais le cœur du texte reste le même. Alors, je me pose une question. Est-ce que ce sera suffisant si on vote une deuxième fois pour éviter que l'initiative se casse à nouveau les dents sur la majorité des cantons ? Et qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance du côté du oui ? Pour y voir plus clair, je retourne discuter avec Géraldine Viret, la porte-parole de Public Eye. C'est l'une des ONG à l'origine de cette initiative. Bon, à ce stade, c'est presque devenu une tradition. On est de retour dans le bureau de Géraldine et la dernière fois, on avait parlé des éléments qui pourraient faire pencher le vote d'un côté ou de l'autre. Ces petits quelque chose comme les groupes d'électeurs importants ou les cantons charnières. Alors, j'aimerais bien revenir dessus avec toi, Géraldine. Quand on parle de groupes d'électeurs déterminants, on parle de quoi exactement ? Bon, en Suisse, l'électorat du centre, il est vraiment très important. Alors évidemment, on est assez tôt dans ces débats, mais je pense que ce serait cool que tu aies voir un petit peu la position du centre sur cette question de la responsabilité des multinationales, comment ça se profile. Et puis les cantons charnières, donc ces cantons où ça va très certainement être à couteau tiré en cas de nouvelle votation. Ça, c'est un enjeu stratégique majeur parce que tu penses bien, on n'a aucune envie de perdre à la majorité des cantons comme en 2020. Non, merci. Donc il va falloir affûter la stratégie et puis aussi t'intéresser à ce qui a changé dans le contexte un peu plus général, si tu veux. Comme au niveau européen, par exemple.
Oui, par exemple, la situation au niveau de l'Union européenne, c'est un dossier qu'on suit avec pas mal d'attention chez Publica. Il y a beaucoup de rebondissements et puis une résistance quand même très forte au niveau des lobbies économiques. Ça me paraît un programme tout trouvé pour la suite de ce 3e épisode. Merci beaucoup. Merci, bon travail Damian. Ce sont effectivement de très bons points. Mais avant que l'initiative soit soumise au peuple, il faudra encore attendre des années. Et d'ici là, beaucoup de choses peuvent changer. Ce sera quoi la tendance sur ces questions dans quelques années ? Qu'est-ce qui préoccupera vraiment la société ? Difficile à dire, on n'a pas de boule de cristal. Mais quand il s'agit de faire des pronostics, c'est une bonne idée de demander son avis au politologue Claude Longchamp. C'est l'ancien patron d'un institut de sondage bien connu. Actuellement, ça change très rapidement. La géopolitique change, la politique économique internationale change, tout change. Ce ne sont pas des situations plutôt favorables pour le scénario du oui. Ce sont plutôt des scénarios favorables du être prudent. Ok, les grands bouleversements en cours ne jouent pas en faveur de l'initiative. Mais on l'a vu avec la récolte de signatures qui a abouti en un temps record, cette cause touche la population suisse. Et les centaines de personnes qui s'engagent pour l'initiative sont prêtes à affronter des vents contraires. De mon côté, je vais d'abord me concentrer sur des éléments décisifs pointés par Géraldine. En Suisse, c'est généralement le centre qui fait pencher la balance parce que sans lui, pas de majorité. Ça veut dire que pour gagner, il faut absolument convaincre au centre de l'échiquier politique. Et un peu à droite aussi. Bon, ça semble plutôt bien parti si on regarde la composition du comité d'initiative. Tous les partis sont représentés à l'exception de l'UDC. L'ancien conseiller national du centre, Dominique de Buman, y voit un atout majeur. Déjà en 2020, lors de la première campagne de votation, il y avait un comité d'initiative originel où se trouvaient à la base pratiquement toutes les ONG suisses et il y avait parallèlement un comité bourgeois parce qu'il y avait des chefs d'entreprise, des gens de l'économie privée qui, ayant une certaine vision, une certaine hauteur, une certaine indépendance d'esprit, se disaient qu'on devait satisfaire ce devoir de justice comme tout bon patron qui respecte ses employés et qui sait que c'est sa première richesse, son premier trésor. Donc nous avions un tel comité parallèle en 2020 et cette année, parce qu'il y a eu un suivi entre la campagne de 2020 et le lancement de l'initiative en 2025, notre comité de la coalition a veillé à ce que le comité d'initiative soit composé du plus possible de forces politiques différentes pour qu'on n'en fasse pas un débat d'étiquette facile où on évite la question de fond. Durant la première campagne, les arguments avancés par le camp du oui n'avaient pas convaincu les partis bourgeois. Le PLR ne voulait pas entendre parler de cette initiative qu'il présentait comme un danger pour l'économie. L'un des coprésidents du comité d'initiative était pourtant issu de ses rangs. Vous vous souvenez certainement de Dick Marty, ancien député radical et procureur général du Tessin. Il est aujourd'hui décédé. C'était une figure marquante de la politique suisse, quelqu'un qui n'hésitait pas à sortir du rang pour défendre la justice. Pendant la campagne de 2020, il disait souvent que l'initiative pour des multinationales responsables n'était pas un combat contre l'économie, mais un combat de valeurs. J'ai aussi lu qu'à titre individuel, de nombreux autres politiciens et politiciennes du PLR avaient apporté leur soutien à l'initiative malgré la ligne du parti. De son côté, le PDC adhérait aux objectifs, mais recommandait aussi le non. Il disait « Oui, la Suisse doit avancer sur cette question, mais avec prudence, et de manière coordonnée au niveau international. » Est-ce que cette position semble avoir évolué aujourd'hui ? Et quel message Dominique de Buman veut faire passer aux membres de son parti ? D'abord, ce que je constate avec beaucoup de plaisir, c'est que dans le nouveau comité d'initiative, il y a presque la moitié de gens qui sont proches du centre, que ce soit des jeunes, des entrepreneurs, des parlementaires en fonction ou des anciens parlementaires. Mais ce que je dirais aux miens, c'est que vu que nous avons dans nos buts de parti, nous nous appelions le PDC à l'époque, nous nous appelons le centre aujourd'hui, mais nous avons toujours ce même objectif humaniste, ce que je leur dirais, c'est qu'il ne faut pas seulement se prévaloir de cet humanisme, il faut le mettre en œuvre de façon tout à fait concrète. Et j'ai l'impression que ce message a progressé un peu dans mon parti. Je m'en réjouis beaucoup. Pour Dominique de Buman, la durabilité doit être appréhendée dans toutes ses dimensions. Ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est qu'une économie ne peut être durable dans tous les sens du mot durable que si on intègre les gens, que si on respecte l'utilisation à bon escient des matières premières, que si on pratique un comportement
et une politique qui est juste. J'aime beaucoup ce terme de juste. On dit souvent en suisse allemand « Justa ». Ça ne veut pas dire que c'est 50-50, ça ne veut pas dire que c'est comme la fondue moitié-moitié, mais ça veut dire que c'est équilibré et que chaque fois, l'être humain a cette intelligence pour porter une appréciation de ce qui est adapté et bon pour notre pays. C'est toute l'histoire de la Suisse qui est fondée sur cette appréciation de la vie. J'aime beaucoup cette vision de la Suisse. Mais je constate quand même qu'ici, dès qu'on parle de mesures pour encadrer les grands acteurs de l'économie, on dit que ça va nuire à la prospérité du pays. C'est un peu l'argument épouvantail. En 2020, les opposants et opposantes l'avaient martelé avec des chiffres fantaisistes et exagérés, me dit Dominique de Buman. Pour lui, c'est une question de principe et de cohérence. Si la Suisse défend la liberté d'entreprendre, elle doit aussi défendre la responsabilité qui va avec. Mais à quel point elle compte, cette responsabilité ? Elle est très importante parce qu'elle correspond à l'application d'un libéralisme historique authentique. C'est-à-dire, j'ai une liberté, c'est ça le libéralisme, mais j'assume cette responsabilité parce que j'ai de la liberté. C'était d'ailleurs toute la base du mouvement libéral et radical du 19e siècle. Je suis entrepreneur, je tiens à cette liberté et donc je suis conséquent, j'assume. Et la responsabilité civile qui est visée par l'initiative, comme celle d'ailleurs qui est visée par la directive européenne adoptée en mai 2024, prévoit que les dommages que l'on crée, que ce soit l'environnement, que ce soit des humains, soient susceptibles de réparation. Assumer les dommages qu'on a causés, qu'on soit une personne ou une multinationale, ça semble être un principe évident. Mais j'ai pu voir au fil des discussions et des témoignages que c'est encore loin d'être le cas. Je me dis que c'est le bon moment pour aborder un autre point important mentionné par Géraldine, les cantons charnières, c'est-à-dire les cantons où c'est très serré et qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et si on veut essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler une future votation, c'est pas bête de revenir sur le dénouement de la première campagne. À une dizaine de jours du vote, les journalistes de la RTS discutaient dans la matinale d'un scénario un peu fou qui semblait se dessiner. 7h26, c'est la dernière ligne droite pour la campagne sur l'initiative populaire pour des entreprises responsables. Une campagne serrée. Selon les derniers sondages, l'initiative pourrait convaincre la majorité des Suisses, mais il lui faut obtenir aussi la majorité des cantons. Et ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Bonjour Étienne Kocher. Bonjour. En ce moment, certains cantons attirent tout particulièrement l'attention. Oui, c'est un peu comme aux États-Unis. La Suisse a des swing states parfois à cause de cette double majorité. Une initiative, même à plus de 50%, elle peut trébucher faute de convaincre dans plus d'un canton sur deux. Alors c'est rare, mais cette fois, les sondages laissent penser qu'un tel scénario pourrait se réaliser le 29 novembre. Échouer à cause de la majorité des cantons, c'est très rare. Dans le cas d'une initiative populaire, c'est arrivé une seule fois avant, en 1955. Quand on s'est vu à Berne, Claude Longchamp m'a expliqué la stratégie adoptée par le camp du non pour que ça se reproduise. Une stratégie assez inédite et un peu inspirée des élections aux États-Unis. Les adversaires se disaient « ça sera serré, 50-50 ». Ça, c'est l'hypothèse principale. Nous partons avec cette hypothèse et nous nous demandons qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos chances. La réponse était très claire. C'est pas la majorité du peuple, c'est la majorité des cantons. C'est plus facile si nous trouvons les cantons conservateurs, notamment en ce qui concerne l'économie. Alors c'est bien possible que nous avons une différence entre la majorité du peuple, la majorité des cantons. Et puis ça, c'était la stratégie absolument claire des adversaires de cette initiative. Il m'a aussi donné la marche à suivre. Miser dès le départ sur les cantons décisifs et y concentrer ses efforts en matière de publicité. Chercher à occuper le terrain dans les médias locaux et régionaux, trouver des soutiens forts, des personnalités influentes capables de convaincre la population dans leur commune ou leur canton. Pour Claude Longchamp, c'était la stratégie la plus intelligente. Elle a permis au camp du non de gagner. Certes, 50,7% des Suisses ont dit oui, mais seuls 8 cantons et demi. Dans certains cantons, comme Glaris, Schaffhouse, Uri, quelques centaines ou milliers de voix auraient pu changer le résultat. Alors je me demande, est-ce que ça va de nouveau se jouer à la majorité des cantons en cas de deuxième votation ? Absolument clair. Alors ça veut dire, il faut faire du point de vue du oui, il faut faire une distinction entre des cantons qui étaient non, et qui seront encore une deuxième fois non, dans tous les cas. Et puis peut-être les 3 ou 4 cantons qui sont les plus importants, qui étaient les plus serrés, qui avait un résultat assez près de 50%, alors que peut-être avec un engagement supplémentaire, on peut changer.
Si dans 3 ou 4 cantons, ça change les majorités, c'est bien possible que nous avons une majorité du peuple et nous aurions une majorité aussi des cantons. La défaite de 2020, j'en ai beaucoup entendu parler quand je suis allé discuter avec des bénévoles qui récoltaient les signatures. Les gens s'en souviennent avec beaucoup d'émotions et des sentiments contrastés. C'est aussi le cas de Lisa Mazzone, la présidente des Verts et des Vertes. Mais qu'est-ce qu'elle a ressenti à l'époque ? D'abord, une amertume parce que quand on a perdu cette initiative, c'était extrêmement émotionnel et extrêmement décevant parce qu'on avait réussi à convaincre une majorité de la population et par cette règle qui reste totalement antidémocratique de mon point de vue, qui donne aux Appenzelloises et aux Appenzellois 40 fois plus de poids qu'aux Zurichoises et aux Zurichois, par exemple. À cause de la majorité des cantons, on a perdu. Et ça reste quand même en travers de la gorge. Ce qui reste, par contre, c'est l'incroyable mobilisation. Moi, qui fais de la politique depuis un moment, j'avais jamais vu une telle mobilisation dans la société civile. C'était pas d'abord les partis, c'était même pas d'abord les organisations, c'était d'abord les gens. Lisa Mazzone en est aussi consciente, la double majorité sera un défi en cas de nouvelle votation. Alors, pour éviter que l'histoire se répète, il faudra cibler les cantons charnières, avec de nouvelles cartes en main. L'argument du Conseil fédéral, qui a certainement convaincu certaines personnes à l'époque, la Suisse va faire cavalier seul, et qui a mené au non des cantons à l'époque, n'est plus valable. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle situation. Si on n'adopte pas cette initiative, alors là, la Suisse va faire cavalier seul pour être un endroit refuge pour la violation des droits humains et la destruction d'écosystèmes à l'étranger. Et ça va aussi changer la discussion dans les cantons, dans les plus petits cantons concernés qui avaient dit non. La Verte sait que l'électorat du centre jouera un rôle clé et les premiers signaux sont positifs. Mais pour gagner, ça suffira pas. Il faut absolument rassembler toutes les forces de gauche et progressistes et réussir à toucher les gens qui, d'habitude, ne vont pas voter. Pour avoir un oui, il faut une mobilisation de chaque personne qui croit au respect des droits humains, qui croit à la protection de l'environnement, qui croit à la responsabilité des entreprises multinationales. Le comité d'initiative a déjà montré qu'il savait comment mobiliser et je pense qu'il faut montrer à toutes les personnes que leur voix fait la différence. Vous écoutez un épisode spécial de Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. Si vous voulez en savoir plus et soutenir notre travail, abonnez-vous. Aujourd'hui, les multinationales disent que tout est sous contrôle, que les règles sont respectées. S'il y a des problèmes, ce sont juste de vieilles histoires héritées du passé. Mais en fait, on voit bien qu'il y a toujours des cas de violation de droits humains et des atteintes à l'environnement. Et ces cas sont bien documentés. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un changement de mentalité chez les grands groupes ? Adrien Budry-Carbeau, enquêteur matières premières chez Public Eye, n'y croit pas. Je pense qu'il y a désormais surtout beaucoup plus de rapports qui vantent les bienfaits de toutes ces entreprises, des rapports sur papier glacé. Mais pas grand-chose n'a changé sur le terrain, donc on a quelque part validé le fait qu'il existe une réalité parallèle où les entreprises donnent la version du monde qui les arrange. Si on prend un exemple, le dernier rapport de durabilité de Trafigura, le mot charbon est mentionné une seule fois, alors que Trafigura est un acteur majeur dans le secteur du charbon et vend des dizaines de millions de tonnes par an. D'ailleurs, depuis que Public Eye a sorti son rapport en 2022, Trafigura a décidé de ne plus communiquer sur la quantité de charbon vendue par année. Finalement, ces rapports, c'est un peu plus de travail pour nous et puis un peu plus de munitions pour pointer vers le double standard qui existe. Mais en réalité, sur le terrain, rien ne change. Lisa Mazzone me dit aussi qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. La situation n'a pas vraiment évolué dans le bon sens. Les situations comme ces pollutions énormes à l'arsenic, par exemple, ou des situations proches de l'esclavage dans le travail du café continuent d'exister. Et je pense en plus qu'avec l'arrivée de Trump, les entreprises ont l'impression, et on les a déjà entendues au WEF à Davos dire « nous sommes pour une dérégulation totale », donc les entreprises avec leur siège en Suisse. Donc il y a un vrai risque en plus qu'il y ait un retour en arrière. Si tant est qu'elles avaient déjà un peu avancé, il y a un vrai risque de retour en arrière à cause de cette sorte de libération de l'irrespect des droits fondamentaux. Et puis, si elles avaient vraiment pris toutes les mesures, très bien. Du coup, cette initiative va complètement dans leur sens et va enlever la concurrence déloyale des mauvais élèves. Parce qu'en réalité, les mauvais élèves, donc les entreprises qui violent les droits humains, qui détruisent des écosystèmes,
créer une concurrence déloyale. Donc si les entreprises ont pris des mesures, ça va dans leur sens d'avoir une réglementation contraignante. Ça permettrait donc de créer cette sécurité juridique que le monde économique réclame depuis longtemps. Les règles seraient claires et ce seraient les mêmes pour tout le monde. Il y a encore un dernier point dont Géraldine m'a parlé et que j'ai pas eu le temps d'approfondir. C'est la dimension internationale. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger au niveau politique autour de la responsabilité des multinationales ? Lisa Mazzone l'a mentionné, cette question était au cœur des débats lors de la première initiative. À ce moment-là, plusieurs pays comme la France avaient déjà mis en place certaines règles contraignantes. Et des discussions étaient en cours au sein de l'UE pour renforcer la législation. Mais les opposants et opposantes à l'initiative argumentaient en disant qu'il ne fallait pas faire du Swiss finish, qu'il ne fallait pas adopter une loi qu'ils décrivaient comme unique au monde. Je me souviens des propos de la conseillère fédérale Karine Keller-Souter. À l'époque, elle était à la tête du département de la justice et avait combattu l'initiative. D'ailleurs, avec une intensité peu habituelle pour une membre de l'exécutif. Dans les médias, elle répétait ce message. Mais nous voulons le faire de façon coordonnée au niveau international. Un projet de loi coordonné au niveau international. Dans un monde globalisé, il est important aussi d'avoir des règles communes, des règles coordonnées au niveau international. On voulait vraiment avoir les mêmes règles que par exemple dans l'Union européenne. Bon, alors imaginons qu'en Suisse, on décide d'adopter les mêmes règles que l'UE. Ça donnerait quoi ? Maintenant, j'ai vraiment envie d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins. Quand on a discuté la première fois, Géraldine m'a parlé d'un documentaire d'Arte qui s'appelle « Le compromis ». Ça y est, je suis plus que prêt à le regarder. Quoi de plus beau que d'être là, au cœur de la démocratie ? C'est vraiment un bon documentaire. On suit 3 femmes engagées au Parlement européen dans un combat de plusieurs années pour faire adopter une directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Cette directive vise les mêmes objectifs que l'initiative pour des multinationales responsables, mais elle va plus loin sur plusieurs points. Dans certains cas, par exemple, les entreprises peuvent également être tenues responsables des dommages causés par leurs fournisseurs, ce que la nouvelle initiative exclut complètement. Les 3 eurodéputés se battent sans relâche dans un parlement où chaque voix peut faire la différence. C'est vraiment très serré, mais elles y arrivent. Une directive ambitieuse est rapidement adoptée. Mais à chaque étape du processus politique, la loi est attaquée. Dans une scène marquante du documentaire, la socialiste Lara Wolters, l'une des principales architectes du texte, exprime sa colère face au Parlement. On sent sa frustration, mais aussi à quel point elle est déterminée. So, European companies have the right to exploit children. Les entreprises européennes ont donc le droit d'exploiter des enfants. Elles ont le droit de détruire des forêts et surtout, elles ont le droit de ne pas se poser de questions ni de rendre de comptes. Je vais être claire, ce n'est pas ce que je pense. C'est ce pourquoi Emmanuel Macron, Giorgia Meloni et Christian Lindner se sont battus ensemble ces dernières semaines. Si j'ai l'air en colère, c'est parce que je le suis. Nous avions un accord, mais les lobbies n'ont pas renoncé et voilà le résultat. Ces dirigeants sont désormais convaincus que la responsabilité des entreprises est un fardeau et que les droits humains ne sont pas une priorité. Pour eux, une concurrence loyale se résume à de grands mots sur les valeurs européennes pour finalement encourager un nivellement par le bas. Le mode de vie européen serait apparemment le droit de s'enrichir aux dépens des autres. Ces derniers jours ont été marqués par le cynisme, l'indécence et l'injustice flagrante des lobbies des entreprises qui disent quoi faire à leurs dirigeants politiques au lieu de l'inverse. Et comme toujours, les victimes des entreprises sont ignorées. Notre temps est compté. J'exhorte donc les États membres à cesser leur jeu politique et à approuver la loi sur le devoir de vigilance. Time is running out. I urge member states to stop their political games and approve the due diligence law. Thank you. Je crois que je la comprends. Aujourd'hui, la directive sur le devoir de vigilance continue d'être la cible des lobbies économiques qui mettent une pression énorme. Dans les dernières discussions, ils ont demandé que la directive soit rendue plus favorable aux entreprises. Alors je vois bien ce que ça veut dire. On veut l'affaiblir. Et j'imagine que ça ne déplairait pas aux opposants et aux opposantes à l'initiative pour des multinationales responsables. Mais quel impact auront ces discussions en Suisse ? Quand je l'ai rencontré à Berne, le politologue Claude Longchamp m'a dit qu'il ne faut pas surestimer l'influence de la politique extérieure sur les décisions prises dans notre pays.
Parce que la population suisse vote d'abord dans une perspective nationale, en fonction de ses intérêts. Si je résume son avis, la dimension européenne ne sera pas un argument fort pour le camp du oui, mais elle servira certainement le camp du non, en particulier si l'Union européenne devait faire un pas de recul. Il souligne encore une autre variable. En 2020, l'environnement était tout en vague. On avait eu les élections de la vague verte 2019. On votait une année plus tard. Et puis, dans peut-être 5 ou 6 ans, quand on votera encore une deuxième fois, ça peut bien être que cette deuxième argumentation sera plus faible. De son côté, Dominique de Buman suit avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation au sein de l'Union européenne. Mais il ne pense pas que ces développements joueront un rôle décisif dans les décisions en Suisse. C'est d'abord la question du calendrier. C'est-à-dire que la directive européenne qui a été approuvée dans son principe et qui doit être mise en œuvre dans les États membres le sera d'ici 2027. Et il y a, à vrai dire, aujourd'hui un débat qui est valable pour toute la législation européenne qu'on appelle la Omnibus Regulierung, qui aimerait alléger certaines procédures bureaucratiques. Mais il faut être très clair, c'est que la Omnibus Regulierung ne change pas le principe même de la directive européenne. Donc concrètement, les débats qui ont lieu au niveau de l'Europe et l'état des décisions ne changent rien sur une Suisse qui, elle, met beaucoup de temps, vu son système démocratique, pour appliquer une initiative ou un contre-projet indirect. Et cette lenteur suisse fait que nous n'avons absolument rien à craindre d'un retard européen. L'escargot suisse va de toute façon toujours un peu plus lentement que l'escargot européen. Pour Lisa Mazzone, pas de quoi s'alarmer non plus, mais il faut agir. Il y a un backlash dans l'Union européenne, comme il y a un backlash en Suisse. Par contre, les fondements ont été posés et ne sont pas fondamentalement remis en question. Le principe qu'il y ait une responsabilité civile, donc des conséquences et l'obligation de réparer les dommages, il n'est pas remis en question comme principe. Donc on voit que de toute façon la Suisse est à des années-lumière de l'Union européenne, malgré ce retour de bâton omnibus. On ne sait pas encore exactement comment ça va sortir, mais les principes sont posés et la Suisse devra de toute façon s'adapter. Alors, imaginons un peu la suite. C'est dimanche de votation et la Suisse retient son souffle. Est-ce que la population va de nouveau dire oui à la responsabilité des multinationales ? L'initiative passera-t-elle la majorité des cantons ? Bon, réfléchissons aux différents scénarios. Si l'initiative est encore rejetée, je me demande ce que ça voudrait dire pour la Suisse et comment réagiraient les personnes que j'ai rencontrées. J'ai posé la question à Gauthier Corbat, le directeur adjoint du groupe Corbat, une PME jurassienne active dans le secteur du bois. On l'a entendu dans le 2e épisode. Ce patron est convaincu que les entreprises et les personnes qui les dirigent doivent se montrer proactives. C'est pour ça qu'il s'engage dans le comité d'initiative. Pour lui, le scénario du non poserait de sérieux problèmes. C'est clair qu'un non à cette initiative nous mettrait encore un petit peu plus au banc, en fait, des pays qui ne respectent pas ce qu'on a respecté en termes de défense ici, de l'environnement et des droits de l'homme, ce que je trouverais évidemment très regrettable. Je trouve aussi que pour un pays comme la Suisse, dépositaire des conventions internationales telles que celle de Genève, qu'on donnerait une image de la Suisse qui est extrêmement négative. Donc je crois qu'on ne peut pas passer à côté, mais le plus risqué aussi en termes commerciaux, c'est que ces exigences étant celles de nos voisins aujourd'hui, et à venir, ça pourrait poser des problèmes. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi, en termes d'échange et de commerce, se trouver là aussi discriminé en quelque sorte pour ne pas respecter des règles similaires à celles de nos voisins. Il pense aussi que ce n'est qu'une question de temps et que la Suisse devra tôt ou tard renforcer sa législation. Il aimerait que les autorités prennent leurs responsabilités sans attendre encore des années, aussi pour le bien de l'économie. J'ai posé la même question à Heinz Steinler, directeur des finances du canton de Zug. Le conseiller d'État UDC est contre l'initiative, mais pour lui, ne rien faire n'est pas non plus une option. Eine Ablehnung darf nicht bedeuten, dass man einfach einschläft und meint, es sei jetzt alles gut. Un rejet ne doit pas signifier qu'on s'endort sur ses lauriers en se disant tout va bien maintenant. Comme je vous l'ai dit d'emblée, je trouve que l'intention n'est pas mauvaise. Cette responsabilité doit être assumée. Et je suis le premier à m'assurer que ce soit le cas. Là aussi, j'attends qu'on fasse des progrès, qu'on veille à faire du bon travail, sans conduire à du travail des enfants, à des violations des droits humains. Moi aussi, je suis contre ces pratiques. Donc un refus ne signifie pas se reposer et ne rien faire. Et si c'est un oui qui sort des urnes ?
Eine Annahme bedeutet, man muss sie umsetzen. Un oui, ça veut dire qu'il faut la mettre en œuvre. Et là, je dois vous dire que si elle est acceptée, je suis le premier à dire, et vous pouvez revenir me voir, qu'elle doit être mise en œuvre. Parce que les tigres de papier, j'en ai marre. Donc si on fait une loi ou une initiative qui donne le mandat d'étiqueter une loi et de la mettre en œuvre, on doit le faire. Et très franchement, le monde ne va pas s'écrouler. En Suisse non plus, ce ne serait pas la fin du monde. Une initiative comme celle-là, je le reconnais volontiers, a aujourd'hui les ailes un peu coupées, mais elle est applicable. Pour ma part, je ne la juge pas nécessaire. Je ne pense pas qu'elle soit nécessaire, mais le monde ne va pas s'écrouler. Le monde ne s'écroulerait pas, c'est clair, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'issue est bien égale et qu'on n'a pas besoin d'aller voter. Parce que, comme le dit Claude Longchamp, les deux camps joueront le tout pour le tout. Oui, la deuxième votation, normalement, est décisive. Ça veut dire que vous avez eu une deuxième possibilité, vous avez fait une proposition plus modérée, vous avez fait une chose intéressante, mais elle n'est pas acceptée, et puis il n'est pas accepté une deuxième fois, si jamais c'est un non. Si c'est un oui, c'est clair, ça sera un changement de la politique nationale, ça sera un changement de la politique en Suisse. Le camp qui sortira vainqueur dictera donc la voie à suivre sur cette question de la responsabilité des multinationales. Un autre facteur pourrait peut-être faire pencher la balance du côté du oui, si de grands groupes prenaient position en faveur de l'initiative. Je crois que ce serait un signal important. Moi, j'aimerais que la Suisse adopte une loi efficace. Et après tout ce que j'ai entendu, je crois que ça passe par une responsabilité civile, histoire de les pousser à agir avant qu'il y ait des problèmes et à assumer quand il y en a. Pour les multinationales, ça changerait pas grand-chose et ça aurait même des avantages. Et puis pour nous, les Suisses, ça donnerait de bonnes raisons d'avoir meilleure conscience et peut-être aussi d'être un peu plus fiers de notre pays. Mais pour toutes les personnes qui voient leurs droits bafoués ou leur environnement dévasté au nom du profit, ce serait essentiel. Ça réglerait pas tout, c'est clair, mais ce serait un grand pas en avant. Je pense que c'est aussi important d'entendre leur voix, comme celle de David Ugolor au Nigeria. Il dirige une ONG qui se bat depuis des années contre Glencore et d'autres grands groupes. Chez nous, la population est victime de ces pratiques sales. Elle souffre de la pollution de l'air, de maladies respiratoires et de la dégradation de l'environnement. Et quand Glencore paye des pots de vin pour corrompre de hauts fonctionnaires, ça mine la bonne gouvernance au Nigeria. C'est pourquoi nous appelons à une régulation stricte en Suisse, pour que ces entreprises doivent enfin rendre des comptes. C'est aussi ce qu'aimerait Jean-Claude Mpoutou, directeur adjoint d'une ONG basée à Bruxelles et Kinshasa. Lors d'un récent passage à Lausanne, il m'a expliqué que pour lui, c'est d'abord une question de principe. Je pense que c'est nécessaire parce que c'est simplement juste. Il y a un principe universel qui dit que celui qui commet une faute doit en répondre. Et les entreprises suisses sont responsables de tous les actes qu'elles commettent, même si ces actes sont commis à l'étranger. Jean-Claude appelle la société civile suisse à se mobiliser et à travailler en partenariat avec des ONG dans les pays concernés, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et vous vous souvenez de José Lima, ce cueilleur de café brésilien qui devait trimer dans des conditions proches de l'esclavage ? Il pense que c'est aux multinationales d'assumer leurs responsabilités, mais qu'on peut faire pression sur elles si on décide de ne plus fermer les yeux. Je dirais à la personne qui boit du café de chercher à savoir d'où il vient, dans quelles conditions le café a été produit, comment il a été récolté, parce que c'est important. Il y a des gens derrière tout ça. Beaucoup de gens récoltent le café, beaucoup de familles en dépendent. Dans ce podcast, on a aussi entendu Elena, une agricultrice péruvienne qui dénonçait la pollution liée aux activités minières, ou encore Vidal, un journaliste. Leurs témoignages m'ont vraiment marqué et je crois qu'ils montrent bien pourquoi cette initiative est importante. Alors, c'est bientôt l'heure de couper le micro, mais avant, je vais rendre une dernière visite à Géraldine pour faire le bilan. Salut Géraldine. Salut Damien. Merci de m'accueillir une dernière fois dans ton bureau. À ce stade, je crois que je commence à bien connaître tous les post-it jaunes qui ornent ton ordinateur. Alors, à ce stade, on a écouté plein de choses différentes, les voix pour, les voix contre, qu'en disent les milieux économiques, quels sont les cantons charnières qui pourraient faire basculer le vote, quels sont les groupes d'électeurs et d'électrices à cibler stratégiquement, comment ça évolue dans l'Union européenne. Je retiens globalement qu'il y a une urgence énorme à agir et qu'il faut faire quelque chose, même si ce ne sera pas une promenade de santé, on est d'accord. Du coup, pour conclure, Géraldine, maintenant que tu as tout écouté avec moi, quelles sont tes réactions et est-ce que tu as quelque chose qui t'a particulièrement marqué ?
Bon, pour moi, le fait qu'il y ait un soutien aussi fort à cette cause, mais aussi d'énormes résistances en Suisse, c'est assez révélateur. Je pense que ça montre bien que cette initiative, elle pourrait vraiment changer les choses, elle pourrait avoir un impact réel. Et c'est le but, on n'est pas là en train d'essayer de faire une loi pour faire une loi. On veut vraiment s'attaquer aux conséquences dramatiques de cette irresponsabilité, de cette impunité aussi des multinationales aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment central. Et puis, quel type d'économie est-ce qu'on veut pour demain ? Et pour moi, c'est une économie qui prend ses responsabilités, c'est une économie qui assume ses actes aussi. Et je crois que cette économie-là, plus responsable, elle offrirait aussi de bien meilleures perspectives. Et en parlant de perspectives, justement, c'est quoi les prochaines étapes ? Alors là, on a passé une étape importante. En mai, on a déposé les signatures après une récolte record. C'était hyper bien. Maintenant, la balle, elle est dans le camp du Conseil fédéral. Est-ce que le Conseil fédéral va proposer un contre-projet ? Comment est-ce que, au niveau du Parlement, ça va réagir ? Mais quoi qu'il arrive, disons, la coalition est prête. La coalition est motivée. Et avec tout le soutien qu'on reçoit, on voit bien qu'on peut gagner en cas de votation. Mais au final, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une loi efficace qui entre en vigueur le plus rapidement possible. Donc on est tout à fait ouvert aussi au dialogue. S'il y a des propositions sur la table qui sont bonnes, qui reprennent les principaux éléments importants de l'initiative. Donc le processus parlementaire va suivre son cours. Ce sera quand la votation ? Alors le processus parlementaire, il va démarrer et puis on devrait voter, disons, pour une initiative populaire, c'est 2 ans minimum, mais en général plutôt 3. Donc ça nous amène à 2027-2028. Si on regarde un peu pour la première initiative, ça avait mis 5 ans entre le dépôt de l'initiative et la votation. Il faut dire aussi que les opposants avaient tout fait pour retarder la votation et puis il y a aussi eu la pandémie de Covid. Donc là, on peut dire minimum 2 ans. Et puis maintenant, il faut que le processus politique démarre. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir pour que le oui l'emporte ? Moi, j'y crois. Et puis, si j'y croyais pas, je te dirais j'y croirais quand même. Parce que sinon, on change jamais rien. Donc, c'est vraiment important. Ce qui me donne confiance, c'est l'engagement des bénévoles. J'étais aussi dans la rue pour la récolte de signatures. C'était vraiment impressionnant de voir la motivation des gens. La réaction de la population, des gens qui signent l'initiative, qui s'engagent, qui nous soutiennent. Les drapeaux orange, on va se balader en montagne ou autre, on en trouve encore et ça donne vraiment confiance. Et puis aussi de regarder en arrière. Moi, je suis vraiment impressionnée par le chemin parcouru. Quand on a lancé la première initiative, très sincèrement, je ne pensais pas qu'on arriverait à faire autant de vagues, à avancer autant, à soulever autant de choses sur ces questions-là et c'est vraiment génial. Et puis à la fin, c'est un peu un concours de tir à la corde avec un sumo. Donc si on est tout seul à tirer à la corde, on va se faire pulvériser. Mais si on est beaucoup, et puis surtout si on est toujours plus nombreux, on peut faire un vrai contrepoids. Et la corde, il faut jamais la lâcher. Alors on lâche rien, et puis je crois que c'est ce qu'on fait maintenant avec cette initiative. Ok, le tir à la corde avec un sumo, je crois que c'est l'image que j'emporte avec moi pour ce dernier arrêt chez toi. Je ne sais pas si je dois te dire bon courage ou bonne chance. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton travail, Damian. Je vais méditer un peu tout ça. Quand je sors des bureaux de Public Eye à Lausanne, j'ai plein de trucs en tête. Je fais un tour de quartier pour réfléchir à tout ça. J'en reviens toujours à ce principe évoqué au début du podcast. Assumer ses responsabilités. C'est le nœud de l'affaire, mais c'est pas toujours facile. Quand quelque chose se passe mal, on n'a pas forcément envie de se demander si c'est de notre faute. Et on n'a pas forcément envie de reconnaître nos erreurs. C'est humain, mais je me dis qu'on devrait dépasser ça. Je crois que c'est pareil pour les grandes entreprises. Mais leur responsabilité est d'autant plus forte qu'elles ont des moyens et une influence énorme. Et qu'elles opèrent souvent dans des secteurs et des contextes sensibles. Quand la nouvelle initiative pour des multinationales responsables sera soumise aux urnes, on aura l'occasion de faire bouger les lignes, pour plus de justice. Moi, j'y crois. Et vous ? C'était le dernier épisode de cette série spéciale du podcast Mon Œil, réalisé par Public Eye en collaboration avec Howden Productions. N'hésitez pas à vous abonner à Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. Il est publié 2 fois par mois en format audio et vidéo. Au micro, des expertes, des militants, des journalistes qui parlent du rôle de la Suisse et de ses entreprises, au-delà des beaux discours.